Je poursuis mon exposé consacré à une révision de la tradition astrologique, en dehors de toute question de savoir si cette tradition est, sur d'autres plans, acceptable ou légitime, ce dont j'ai déjà parlé. Mais là, je reviens à un vieux débat que j'avais lancé au début des années 70, et d'ailleurs j'avais eu d'élèves comme Max Duval, comme Jacques Moine, comme Maurice Bécard, enfin toute une série de gens qui étaient marqués d'ailleurs par Néroman. Et quelque part, il y a 40 ans, je me présentais un peu comme l'héritier de Néroman, Maurice Rougier pour l'état civil, qui, dans les années 30, à partir des années 30, jusqu'à sa mort, et surtout notamment pendant l'occupation, avec son traité d'astronomie rationnelle, avait voulu justement rationaliser la tradition astrologique. Après, je me suis démarqué de ce mouvement, mais bien plus tard. En tout cas, dans les années 76, mon ouvrage Thé pour l'astrologie était complètement marqué par l'idée de restaurer la cohérence de l'astrologie, de ses traditions, de ses modèles. Et bon, je suis arrivé jusqu'à un certain point, mais entre-temps, vous comprenez bien qu'au bout de 40 ans, on a encore un petit peu avancé. Je renvoie aussi à mon petit livre de 1983, Mathématiques divinatoires, qui essaie justement de montrer la dimension mathématique, la cohérence, la géométrie de toutes sortes de savoirs divinatoires, pas seulement l'astrologie d'ailleurs. De toute façon, c'est la même méthodologie qui peut permettre de restituer les savoirs traditionnels, qu'il s'agit de l'astrologie, de la divination ou tout simplement de la linguistique. Parce que les langues aussi sont des corpus dont on peut retrouver la structure d'origine. Et la question est de savoir si on peut imaginer que les gens vont se mettre à parler dans une langue révisée, restaurée, ou s'ils vont continuer à considérer que cette langue, elle évolue et qu'elle devient ce qu'elle devient. Vaste débat qui est au cœur d'ailleurs de ce débat sur l'astrologie, puisque pour certains astrologues, ce que l'astrologie est devenue, c'est ce qu'elle devait devenir, ce qu'elle était vouée à devenir. Je pense que je ne trahis pas la pensée de quelqu'un comme Patrice Guinard dans son manifeste, paru il y a bientôt une quinzaine d'années, qui semble, pour des raisons d'ailleurs influencées par le marxisme et par-delà, par l'hégélianisme, penser que finalement l'astrologie, c'est un long fleuve qui se développe, qui se réalise progressivement, et par-delà tous les aléas, toutes les erreurs, les errements que les historiens pourraient avoir à signaler. Là, il y a une opposition entre l'idée que l'histoire révèle finalement ce que les choses doivent être, et l'autre théorie selon laquelle l'histoire nous ramène à la connaissance des origines. Plusieurs écoles à ce sujet. Alors, pour rester au niveau zodiacal, la question des axes des maisons astrologiques, chère notamment à mon ami Roger Hickey, mais qui vaut aussi pour l'astrologie karmique, avec ces fameux axes liés au nœud de la Lune, qui vont privilégier ces oppositions de signes, qui vont privilégier par la force des choses ces oppositions de maisons, puisque l'on sait que beaucoup d'astrologues associent les maisons et les signes, que donc si l'axe Verseau-Lion, c'est aussi, soi-disant, l'axe de la maison des amis en 11 et de la maison des enfants en 5, où l'axe de 8, c'est la maison des biens matériels, et la 8, la maison des héritages. Enfin, on connaît tout ça par cœur. Et je pense que ces polarités sont très très discutables. Elles sont très discutables pour l'excellente raison que le zodiaque lui-même n'est pas une série parfaitement cohérente, puisque les 4 animaux qu'on trouve chez Ézéchiel dans l'arcane 21 du Mont, etc., n'ont rien à voir avec le cycle saisonnier, parfois, encore qu'il y ait parfois des correspondances. On peut par exemple dire, bon, le bœuf, c'est aussi un animal du printemps. Mais bon, c'est un mélange de plusieurs traditions qui se sont entremêlées, qui se sont juxtaposées. Quant aux maisons astrologiques, j'ai déjà montré aussi
que, et là aussi je rejoins assez Guinard, qui lui, dans ce cas-là, au contraire, est favorable à une révision du système et pas à l'acceptation de ce qu'il est devenu. Vous voyez, donc je suis obligé de mettre un bémol, ce que je disais tout à l'heure. Il semble que la division en 8 est prévalue, ce qui explique pourquoi la maison de la mort serait la 8. Et il semble aussi que tout ça soit un peu mélangé, parce qu'il n'y a aucune logique, qu'on veuille ou non, à mettre la maison 7 pour la maison des mariages et la maison 8, la maison de la mort. Ptolémée insistait beaucoup là-dessus dans la Tétrabible, dans le livre 3 de la Tétrabible, livre 3 et 4, où il disait que les sujets devaient être traités selon la logique existentielle. Et la logique existentielle n'implique pas que l'on étudie la mort après le mariage, et il disait que c'est les enfants qu'il fallait étudier après le mariage. Parce qu'on se marie et après on a des enfants. Or, c'est la maison 5 qui précède la maison 7 qui est chargée des enfants. Donc tout ça n'est pas du tout cohérent. Et comme je le disais tout à l'heure, je répète, les praticiens qui essayent de valider, parce qu'on nous dit théorie, ben oui, il y a une théorie. Hein. La théorie, c'est que, voilà, la théorie, c'est l'exposé des 12 signes, c'est l'exposé des 12 maisons. Bon, ça c'est la théorie de l'astrologie. Et on veut la valider, on cherche à la valider. Alors on la valide, alors déjà il faudrait déjà la valider intellectuellement, pour commencer. Donc on expliquait pourquoi ça se suit dans cet ordre-là. Hein. Pourquoi, par exemple, dans le zodiaque, le lion précède la Vierge. On n'en sait rien. Bon. Donc il y a des choses qui sont absolument invalidables, enfin, bon, ou infalsifiables, ce qu'on voudrait. Donc il y a quand même quelque chose là qui ne va pas, mais on peut être tenté de dire, ben voilà, la pratique. Alors la pratique, c'est quoi la pratique? C'est le thème astral, cette espèce de fouillis où une poule ne retrouverait pas ses poussins. Et on nous dit que c'est dans cette espèce de magma, de ce melting pot, qu'on va valider la signification de tel ou tel facteur zodiacal, planétaire, ou de telle signification des maisons. On se fout du monde, là. C'est du charlatanisme à haute dose. On prend vraiment les gens pour des imbéciles. Il n'y a pas de justification dans l'ordre qui fait qu'on passe du lion à la Vierge ou qu'on passe du mariage à la mort. Ça n'est pas justifiable. Je dis très clairement, ce n'est pas une condamnation. Je dis, corrigez cela. Et pourquoi, justement? Alors, il y a effectivement des astrologues qui étaient capables, dans les années 30 jusqu'au début des années 70, qui étaient capables, en tant qu'ingénieurs, de repenser le système astrologique. Et donc, qui avaient le courage de dire, bon, on va changer cela. Il y a même, dans le domaine du tarot, Arthur Waite, je crois vers 1900, qui a proposé de permuter deux lames du tarot. Mais aujourd'hui, nous avons une population extrêmement frileuse. On ne touche à rien. On ne touche à rien parce qu'on ne connaît pas, en réalité, les règles, les lois qui ont présidé à ces dispositifs. Donc, on ne les touche pas. On ne bouge pas. Donc, on a affaire à une population extrêmement peu évoluée sur le plan de l'ingénierie astrologique, qui n'a pas la capacité de corriger les choses. Les ingénieurs, ils savent que parfois, il faut modifier le schéma de construction d'un immeuble ou d'une machine, etc. Il faut optimiser le système. Donc ce qu'on vous propose ici, c'est optimiser le système zodiacal, optimiser le système des maisons, etc. Alors, je dis entre parenthèses que, bon, mais je ne reviendrai pas là-dessus cette fois-ci, qu'on ne voit pas pourquoi, dans quel ordre les noms des planètes s'associent. Pourquoi est-ce qu'il y a Mars d'abord, Jupiter ensuite et Saturne après? À quoi ça correspond? Et pourquoi il n'y a pas Neptune et Pluton dans le système du septénaire? On n'en sait rien. Et Ptolémée, ça était totalement égal, parce que pour Ptolémée, c'était des noms de planètes. Il n'a jamais, à aucun moment, dit que le nom de la planète déterminait sa signification. Jamais. De même qu'il n'a jamais dit que le nom du signe zodiacal déterminait sa signification. Ce sont simplement des façons de désigner des espaces ou désigner des objets. Ça ne va pas plus loin. Maintenant qu'on essaye de donner du sens à tout ça, bon, bah écoutez, c'est un peu du délire, pour dire les choses comme elles sont. Mais, cela dit, on peut très bien imaginer, moi si j'étais
de cette catégorie d'astrologues, je dirais, d'ailleurs c'est un peu ce que j'ai été tenté de faire en 76, dans Clé pour l'astrologie, bah, modifions l'ordre des choses, corrigeons l'ordre des choses. C'est un peu ce qu'a voulu faire à sa façon des gens comme Néroman, comme Nicolas, comme Dinard, etc. Bon, corrigeons les choses, rétablissons une cohérence. Et alors là, ça ne va pas, parce que cette cohérence, oui, mais bon, il y a des traditions qui ont validé l'incohérence et on ne peut pas changer comme ça, on ne peut pas prendre la responsabilité de modifier l'ordre des signes zodiacaux qui serait donc décalé par rapport à celui que les astronomes utilisent. Oh là là, quelle catastrophe! Ou l'ordre des maisons astrologiques, ou l'ordre des noms des planètes, etc. C'est pas possible. Hein. Et pourtant, c'est cela que j'avais pensé engager à l'époque. Par exemple, même les exaltations des planètes. Pourquoi ces exaltations? J'avais posé des problèmes à ce sujet. Aujourd'hui, ça n'est pas ma tasse de thé, mais j'avais posé la question. Est-ce que les exaltations telles qu'elles nous sont parvenues, je ne parle pas des domiciles, je parle des exaltations, parce que les domiciles, on a une sorte de semblant de cohérence avec l'ordre des planètes, l'ordre des distances des planètes qui se succèdent depuis le Soleil jusqu'à Saturne, donc ça peut satisfaire quelque part l'intellect, on ne peut pas dire le contraire. Sauf que quand on rajoute des planètes comme Uranus, Neptune et Pluton, et qu'on s'arrête en chemin, et qu'il y a des planètes, qu'il y a des signes qui ont plus de planètes que d'autres, bon là, ça cafouille. Bon. Bref. Alors souvent, il faut inventer, il faut compléter ce que j'ai fait dans Clé pour l'astrologie, il faut ajouter Proserpine, Vulcain, comme le proposait notre regretté ami Jean Carteret dans les années 60-70, discours d'ailleurs qui a été repris dans le traité pratique d'astrologie d'André Barbeau des années 60. Donc, bon, depuis le temps, on n'a toujours pas, on est toujours un peu le bec dans l'eau, on a toujours Pluton, on ne sait pas très bien où il est exalté, Neptune, on nous dit qu'il est exalté en Lion, Uranus, on nous dit qu'il est exalté en Scorpion, et puis il y a Mercure et Vénus qui ont toujours deux domiciles, alors que Saturne n'en a plus qu'un, plus ou moins, enfin Jupiter aussi, enfin bref, Jupiter ayant cédé à Neptune, et puis Saturne ayant cédé à Uranus, enfin tout ça n'est pas clair, c'est un véritable chantier, et donc il y a quelque chose à faire. Bon. Alors, donc finalement, mon scepticisme sur la tradition astrologique et surtout sur la pratique astrologique, parce que la tradition, bon, on peut la corriger, mais la pratique astrologique, elle se présente comme ayant validé tout clairement, que c'est définitivement installé, c'est vérifié, etc. On emploie tout un langage pseudo-scientifique pour dire cela. Non, visiblement, la question qui se pose, c'est est-ce que la pratique peut justifier un dispositif incohérent qui ne tient pas debout? C'est ça la grande question, un dispositif bancal. Est-ce que c'est possible ou pas? En sachant que cette pratique, elle est fondée notamment sur le thème natal, elle est fondée sur un grand nombre de facteurs qui s'entremêlent, et que, à mon avis, il est absolument impossible de valider un facteur isolément. Maintenant, que les gens qui lisent les journaux se retrouvent, quand ils lisent le petit livret de leurs signes, et moi-même j'ai dirigé une collection en 1980 chez Solar, qui a été rééditée 10 ans plus tard chez France Loisirs, sur les 12 signes zodiacaux, en complétant le travail de Yvan Autenin-Girard, qui avait déjà publié les 3 premiers livres. Moi, je me suis occupé du cancer jusqu'au poisson, en faisant appel à plusieurs astrologues comme Catherine Bier, Françoise Quelin, Marguerite Dorothée Cochin-Bismont, etc. Bon. Donc je sais ce que c'est. Maintenant, que les gens se retrouvent dans le signe du Verseau, quand on leur dit que le Verseau, comme je disais tout à l'heure dans la précédente vidéo, est un signe d'indépendance, d'originalité, de liberté, de rébellion, etc., alors que c'est totalement l'inverse, comme j'ai montré tout à l'heure. Bon, ça montre bien que les gens sont vraiment capables de s'identifier avec n'importe quoi. Et qu'ils sont tout contents de s'approprier des significations qui ne correspondent pas forcément à ce qu'ils sont. C'est-à-dire, on n'a jamais fait de statistique satisfaisante sur le zodiaque, sinon au niveau, disons, des mois de l'année, etc., mais pas proprement parler sur le zodiaque. Et notamment, ce n'est pas du tout ce qu'a trouvé Gauquelin. Donc, bon,
ça non plus, ça prouve rien. Que le public se reconnaisse dans les différents signes, ça ne prouve strictement rien. Et donc, par conséquent, c'est en amont qu'il faut que ce soit cohérent. Il faut réviser les définitions en amont et pas se fier en disant, voilà, bon, on laisse le fatras en amont, et puis on va demander aux gens s'ils sont contents avec ce qu'on leur dit. Alors, donc le client a toujours raison, donc du moment que le client se retrouve dans ce que l'astrologue lui dit, du moment que le public se retrouve dans ce que les astrologues écrivent dans les colonnes des journaux, que on ne va pas compliquer les choses, hein. On ne va pas chercher midi à 14h, on ne va pas cracher dans la soupe. Alors effectivement, c'est là le système que je voulais décrire, un système qui est un peu une sorte de système de corruption, où l'astrologue, le chercheur en astrologie, est dépendant de chaque fois qu'il consulte quelqu'un et qu'il dit les choses à sa façon, et ce serait dans ce terrain-là de la consultation en secret d'ailleurs, parce qu'on n'y assiste pas, on ne la voit pas. Donc chaque fois qu'un astrologue vous dit « j'ai vérifié le système », en réalité on ne sait pas du tout comment il a procédé. C'est un grand mystère, c'est un grand secret. Et donc l'astrologie dépendrait de cette espèce de secret, de cette relation intime entre l'astrologue et son client, de cette relation intime entre le client et le discours de l'astrologue, quand il le lit sur Internet, etc. Tout ça, c'est dans un monde complet. On est dans un total obscurantisme. Hein, on est dans l'obscurantisme. C'est-à-dire on est dans quelque chose qui est complètement obscur, qui est complètement opaque, alors que moi, je pense qu'il faut... l'esprit critique des gens est clair. Les gens, vous leur proposez un système, c'est le problème des tests de quotient intellectuel. On leur dit où est l'intrus, odd man out, où est le truc qui ne va pas. Ben, ils le voient intellectuellement, les gens ils ne sont pas idiots, ils captent les incohérences. Alors que au niveau de, quand on parle de quelqu'un, de sa psychologie, etc., ben, les gens, comment voulez-vous qu'on sache exactement, on ne peut pas sonder le conscient pour savoir si ce qu'on dit à la personne est vrai ou faux, et quelles sont les raisons pour lesquelles elle est d'accord avec ce qu'on lui dit ou pas. C'est la bouteille à l'encre, là, ça n'a pas de sens. Donc, ce qui est assez étonnant, c'est à quel point les étudiants en astrologie peuvent gober des énormités pareilles. Ça, c'est le mystère numéro un. Si les étudiants en astrologie étaient plus exigeants, il n'y aurait pas de problème, parce que les astrologues seraient eux-mêmes confrontés à cette espèce de réaction, de rejet de la part des étudiants. Mais les étudiants, ils gobent n'importe quoi. On leur dit n'importe quoi, on leur propose n'importe quel truc, parce que